Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la claque, certains diraient même la piqûre de rappel, la nouvelle stratégie nationale américaine, ce fameux document publié vendredi dernier aux États-Unis, qui est clair. L'ordre mondial hérité de 1945, c'est terminé. L'Amérique sera avant tout nationaliste. Quant à l'Europe, elle serait menacée d'effacement civilisationnel. Par ailleurs, l'Amérique entend lutter contre la trajectoire politique actuelle de cette Europe. Et à ces menaces d'ingérence, la réponse ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. 10 mois après le discours très agressif et très anti-européen du vice-président J.D. Vance à Munich, la nouvelle stratégie américaine assume-t-elle d'humilier l'Europe tout en ménageant la Russie? On en débattra ce soir avant de vous retrouver dans la dernière partie de l'émission, Marie Bonissou et Xavier Mauduit. Oui, et on sort nos doigts. Exactement, parce qu'il y a 200 ans, Louis Braille mettait au point son procédé pour permettre aux aveugles de lire et d'écrire. On pourrait croire que c'est menacé tout cela par les nouvelles technologies. Eh bien non, sauvons le braille coûte que coûte, donc une histoire tactile. Et vous, Marie? Une triste nouvelle, Martine Parr nous a quitté ce week-end. L'immense photographe britannique avait fait sa dernière télé française ici, sur ce plateau, il y a quelques semaines. On lui rend hommage. À tout à l'heure. Et pour commencer, après avoir entendu notre expert Olivier Antoine, docteur en géopolitique, décrire la géopolitique du soja, vous ne regarderez plus jamais votre tofu ou votre nugget de poulet de la même manière. Déforestation liée à la culture du soja, mainmise de la Chine sur sa transformation et son négoce raz-de-marée du soja transgénique avec utilisation tranquille, pépère, du glyphosate, etc. Y a-t-il une alternative à la sojatisation du monde? On lui demande tout de suite. Olivier Antoine, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Bonsoir. Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous faites paraître donc Géopolitique du soja chez Armand Collin. Vous nous ouvrez des horizons, pas forcément très joyeux et radieux, mais c'est absolument passionnant parce que autant on connaît le riz, le blé, avec leur histoire esthétique, symbolique, culturelle, le soja c'est beaucoup plus récent et on connaît beaucoup moins tout ce qui est attaché à cette culture, à cette domestication du soja, qui est partout aujourd'hui. C'était un peu le point de départ, en fait, Oui. de la réflexion autour de l'ouvrage. Oui. Ça fait suite à une thèse de doctorat, mais S'il vous plaît. voilà. Sur le soja. Il fallait le dire. Oui. Oui, le soja en fait partie, mais c'était Oui. surtout sur l'Argentine. Oui. Comment l'Argentine est redevenue une puissance agricole grâce au soja. Oui. Mais ce qui m'a beaucoup intrigué, c'était de me dire, finalement, ce soja, il est complètement invisible. Oui. Il est la base de la sécurité alimentaire aujourd'hui. En 100 ans, il s'est vraiment placé un petit peu comme le grain incontournable, mais il est invisible et il est resté invisible tout au long de l'histoire. Vous dites grain, une légumineuse, Oui. comme les lentilles. Oui. Voilà, ça c'est pour les gamins qui nous regardent, qui sauront maintenant ce qu'il y a dans le tofu, les yaourts ou dans ce que mangent les bovins, parce qu'il n'y a pas de viande sans soja. On va en parler après votre profil idéal, Olivier Antoine. Olivier Antoine, pourquoi le soja est-il devenu un aliment stratégique? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Dans votre livre, vous rappelez que les États-Unis sont les architectes de la puissance sojicole mondiale. Pendant la guerre de 39-45, le pays a encouragé la plantation du soja dans le but de nourrir le bétail des élevages industriels. À l'époque, il s'agissait de privilégier une alimentation riche en viande, steak haché, nuggets, bacon ou autres hamburgers bon marché. Dès les années 50, le soja américain envahit les élevages européens. En 1957, un petit film promotionnel produit par l'Agence d'information des États-Unis est diffusé en France. La graine de soya constitue un excellent aliment, qu'elle soit verte ou sèche. Très vite, les éleveurs en deviennent dépendants, comme le confirme cet ancien paysan devenu chercheur à l'INRA dans un reportage de 1979. Moi, je ne m'en apercevais pas. J'ai vu quelques petites choses quand un fabricant d'aliments du bétail m'a emmené voir le siège social de leur entreprise et où je me suis aperçu que c'était une entreprise américaine qui, aux États-Unis, triturait du soja. En 1973, d'ailleurs, une sécheresse oblige les États-Unis à déclarer un embargo temporaire sur les exportations de soja et panique au ministère de l'Agriculture. Cette
Cet embargo mis sur le soja met en cause tout notre approvisionnement en protéines naturelles, c'est-à-dire nos possibilités de nourrir nos élevages de poulets et nos élevages de porcs. Depuis, les pays d'Amérique du Sud se sont aussi emparés du marché. 70 millions d'hectares sont aujourd'hui consacrés à la culture du soja, en particulier en Argentine et au Brésil, où, malgré la loi, la déforestation continue, notamment dans le Cerrado brésilien. Donc là, on est non conforme avec ce que la France souhaite et aussi avec ce que l'Union européenne a mis en place. Et où l'utilisation massive de pesticides cause des ravages. Le nombre de cancers ici dans la région de Corantina est absurde. Voici la conséquence de l'agrobusiness qui disperse des pesticides dans ces fermes qui vont polluer nos rivières. Dans votre géopolitique du soja, vous précisez, à mesure que s'imposent les questions de durabilité, de réduction de l'empreinte écologique, le soja apparaît comme le symbole d'un système à bout de souffle. Olivier Antoine, Gaël Legras, qui est un homme de son temps, qui a réalisé le profil idéal, dit soja. On voyait Jacques Chirac dire soya, et c'est pas le seul. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on disait soya. Oui, on dit soya beans. Ah oui, c'est ça. Bon, mais on parle bien donc du soja. Et alors effectivement, en 100 ans, c'est devenu complètement fou parce que le soja, non seulement sert à nourrir les humains, mais aussi les animaux. C'est ça, c'est une panacée. Tourteau de soja. Pourquoi? C'est un truc protéique extraordinaire. C'est la meilleure, aujourd'hui, c'est la meilleure ration protéique qu'on peut donner aux animaux. Ouais. Et les animaux d'élevage, on va les comparer un peu à des bodybuilders. Ça a besoin de protéines pour avoir des gros muscles. Et évidemment, ce qu'on mange, nous, les humains, c'est les muscles des animaux et pas autre chose. Ouais. Donc, du coup, le soja, c'est devenu un petit peu cette panacée. Et alors, on y ajoute aussi du maïs. Hein. Les deux vont très bien ensemble. D'ailleurs, en Amérique du Sud, l'un et l'autre poussent ensemble en Argentine et au Brésil. Ce sont les Américains qui ont mis ce procédé au point. Mais concrètement, aujourd'hui, vous n'avez pas de nuggets, vous n'avez pas de bacon, vous n'avez pas de... Steak haché. On va dire tout ce qui est de la viande industrielle. Transformée. Voilà, n'existe pas sans le soja. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Chine qui était le berceau historique de cette culture. Et aujourd'hui, elle en importe. Et ça se passe principalement en Amérique latine, la culture du soja, c'est ça? Pourquoi il y a eu ce basculement? Alors, oui, la Chine, en fait, c'est le berceau historique. Pendant des milliers d'années, c'est une graine qui va vivre que dans ce bassin-là, va très peu évoluer, va aller un peu au Japon, un peu en Corée. Et en fait, il y a des conséquences à une histoire géopolitique, les guerres de l'opium qui vont ouvrir le commerce chinois au monde. Pour le thé, pour nous, on voulait du thé, on voulait leur vendre de l'opium, mais il y a une petite graine qui va se glisser là-dedans, c'est le soja. Les Européens, les Américains vont découvrir cette fantastique graine protéique pour pouvoir nourrir les élevages. Ça va évidemment créer un commerce du soja, premier commerce du soja. La Chine va devenir exportatrice. Et puis le Japon, dans les années 30, va envahir la Chine pour son soja notamment. Et ça va couper les approvisionnements à destination de l'Europe et des États-Unis. États-Unis qui, dans les années 30, sont en train de devenir une très grande puissance industrielle. Ils ont besoin de nourrir leurs ouvriers. Et donc, ils vont décider de se mettre au soja. Il y a même une soya belt dans plusieurs États des États-Unis. Oui. Et qu'on peut corréler à la ceinture de production de maïs. Ouais. Et l'Amérique latine dans la foulée. Alors, non, l'Amérique latine, ça vient plus tard. En fait, les Américains vont constituer vraiment cette architecture avec de la production intensive en agriculture, une industrialisation de la production de viande, et puis évidemment cette consommation de viande, les fast-foods, le steak haché, le bacon, les nuggets. Et ça, ce modèle-là, ils vont ensuite l'exporter vers l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et puis les Sud-Américains vont s'y mettre à partir des années 70. On va y revenir, mais d'abord, on va évoquer avec vous et avec Anna la Chine qui a décidé de mettre fin au boycott du soja américain. Évidemment, vous le savez, c'était le mois dernier. Oui, c'est un boycott qui aura duré au total 5 mois. Après les droits de douane exorbitants qui avaient été annoncés par Donald Trump au mois d'avril, Pékin avait riposté en surtaxant de 20% le soja américain et en coupant net les importations aux États-Unis. Il faut savoir que l'année dernière, la Chine a acheté la moitié de la production américaine de soja. C'est donc un énorme coup dur pour les agriculteurs américains qui subissent encore par ailleurs les effets du premier boycott chinois de 2018 pendant le premier mandat de Trump. Et donc les midterms de 2006 approchant, Donald Trump ne pouvait pas se fâcher trop longtemps avec ces États producteurs de soja comme l'Iowa, le Minnesota ou l'Indiana. Et donc la rencontre avec Xi Jinping fin octobre en Corée du Sud a été en tout cas l'occasion d'apaiser les tensions. La Chine a accepté de relâcher sa pression et elle s'est engagée à acheter au moins
12 millions de tonnes de soja aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Alors c'est vrai qu'on pouvait penser que la dépendance, elle était plutôt du côté chinois qui importait ce soja, mais en réalité, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui sont dépendants au niveau du soja. Exactement. En fait, c'est l'une des grandes réussites de la Chine, c'est d'avoir compris qu'elle avait une faiblesse stratégique. Dans sa volonté d'hégémonie mondiale, elle comprend bien qu'il y a des points sur lesquels elle est un petit peu faible, et notamment sur sa sécurité alimentaire et ses importations de soja. Donc depuis des années, elle a réfléchi à monter une stratégie qui va lui permettre de contrôler toute la chaîne de valeur. Alors elle ne peut pas encore contrôler les terres, ça elle a essayé, notamment en Argentine, et ça a donné lieu à des lois pour empêcher l'achat de terres par les nations étrangères. Donc la Chine a compris que si elle ne pouvait pas contrôler la production en tant que telle, avoir les terres et produire du soja, elle va contrôler tous les maillons qui vont entourer la production jusqu'à la transformation. Ce qui lui permet aujourd'hui, quand un agriculteur au Brésil veut produire du soja, à un moment ou à un autre, il a affaire à la Chine pour se fournir en engrais, en semences, les silos. Produits en herbicides, en produits, disons-le, dégueulasses pour l'environnement. D'ailleurs, la Chine a racheté une entreprise suisse qui s'appelle Syngenta, qui fabrique des trucs pas formidables, comme Monsanto, d'une autre manière, quoi. Parce que le soja, ça va aussi avec ce qui est transgénique, et puis avec des herbicides et des produits extrêmement agressifs pour les sols et pour l'homme, et pour les bêtes, pour le vivant. Alors, la manière dont on produit le soja aujourd'hui, depuis les années 90, c'est du soja majoritairement OGM. Organisme génétiquement modifié. Exactement. En 1996, la société Monsanto invente une première semence OGM résistant au Roundup, le soja WR, Roundup Resistant. Donc résistant au glyphosate, c'est très simple. Pour éviter d'avoir à labourer et d'avoir ensuite à perdre beaucoup de temps, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du semi-direct. On fait un tout petit sillon, on met la graine, mais la graine de soja, elle est très faible au départ. Et si on lui met d'autres herbes à côté, mauvaises herbes, elle ne va pas réussir à bien se développer. Donc on lui injecte un gène qui va lui permettre de résister au glyphosate. On passe du glyphosate, il n'y a plus de compétition avec d'autres herbes, et il n'y a que le soja qui pousse. Mais il n'y a plus de lombriques, il n'y a plus de vivants dans la terre. Alors, c'est un gros impact sur la biodiversité des sols. Et alors, l'Europe dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, la ministre française de l'Agriculture dit « la guerre agricole se prépare ». On a perdu une bataille, nous, avec le soja. On en cultive très peu. Alors, on a clairement perdu la bataille du soja, ça c'est clair. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a besoin de se reconstruire. Alors, on ne va pas juger, moi je me permettrai certainement pas de juger les Européens qui, au sortir de 1945, avaient besoin de rebâtir un système alimentaire. Donc, ils avaient besoin concrètement du blé. On a mis en avant le blé. Les élevages pour pouvoir produire de la viande, du lait, du beurre, du fromage. Donc ça a été prioritaire. Les Américains qui finançaient la reconstruction ont dit bon, très bien, on vous laisse faire, mais par contre, les aliments pour les cheptels, c'est nous qui allons les apporter. Donc ça, c'est une dépendance qu'on a malheureusement s'est créée après la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas de souveraineté, on n'a pas réussi à c'est surtout qu'après, on a raté vraiment les virages majeurs. Voilà, vous l'aviez dans vos archives, 1973. On avait l'occasion de se dire on lance un grand plan protéines. On a malheureusement mis au point un plan de protéines qui n'était pas le bon, c'était celui des farines animales. Une dernière question, oui, absolument, avec les conséquences dramatiques qu'on sait. Olivier Antoine, une dernière question des gens qui nous écoutent, qui se disent le soja, on entend parler d'herbicides, de désherbants, de soja transgénique, c'est pas forcément toujours très clair de sourcer, il faudrait peut-être en manger moins ou manger moins de viande. Comment fait-on? Puisque la viande est nourrie, enfin les bovins, les ovins sont nourris majoritairement, évidemment par l'herbe, mais aussi par les tourteaux de soja. Comment fait-on? En même temps, on ne veut pas faire mal aux éleveurs, enfin, c'est une aporie, quoi. Comment on résout le truc? Vous avez 20 secondes. 20 secondes. Concernant la viande bovine, je pense que très honnêtement, c'est minusculissime aujourd'hui. Et nos éleveurs, pour ceux qui notamment vont en prairie, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour le reste, on a des filières. Nous, on a monté ça fait partie aussi du plan protéines. On a des filières aujourd'hui d'oléoprotéagineux qui essayent de résister au tout soja. Et ces filières-là, en France, il faut les soutenir. Elles sont évidemment face à des géants. Ça, c'est vraiment problématique, qui produisent très bien et à coût très compétitif. Mais on a quand même... Donc, il faut regarder ce qui est marqué sur les produits. Voilà. Et s'informer.
Voilà, comme on le fait ce soir avec vous. Merci Olivier Antoine. C'est moi qui vous remercie. Géopolitique du soya, comme dirait Jacques Chirac à l'époque. Non, c'est du soja chez Armand Collin. Merci infiniment d'être venu nous éclairer. Et on va passer à notre débat sur un autre genre de séisme géopolitique. C'est celui qui concerne ce qui s'est passé vendredi, la publication par la Maison-Blanche de la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Un document qui annonce une nouvelle ère dans les relations internationales, notamment avec l'Europe, continent accusé par les États-Unis, trumpiens, de tous les maux civilisationnels car trop démocratiques et trop régulateurs. L'humiliation et l'ingérence sont-elles les mamelles de la future doctrine MAGA à propos de l'Europe? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. La charge du président américain contre l'Europe est brutale. Et c'est écrit noir sur blanc dans ce document de 33 pages intitulé « Stratégie de sécurité nationale ». Donald Trump y prédit à l'Europe un destin funeste. Son déclin économique est éclipsé par la perspective réelle et plus sombre d'un effacement civilisationnel. Selon le texte publié vendredi par la Maison-Blanche, l'Europe serait menacée à cause de sa politique migratoire et de la perte des identités nationales. Le document dénonce également la censure dont seraient victimes des partis qui portent ce discours dans certains pays européens. Une accusation déjà formulée en Allemagne en février dernier par le vice-président américain devant une assistance sidérée. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté de l'expression est, je le crains, en recul. L'Allemagne a réagi ce week-end aux nouvelles attaques américaines. Je pense que sur les questions de liberté d'expression ou d'organisation de nos sociétés libres, l'Allemagne n'a pas besoin de conseils d'un pays extérieur. Mais l'administration Trump va encore plus loin en se félicitant de l'essor des partis européens patriotiques à l'image des partis ultra-conservateurs de Giorgia Meloni en Italie et de Viktor Orban en Hongrie. Une ingérence dénoncée ce matin par le président du Conseil européen avec des mots choisis. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe. Les États-Unis reste un allié important, mais notre Europe doit être souveraine. Alors les Européens ménagent-ils les États-Unis au moment où les négociations de paix sur l'avenir de l'Ukraine se poursuivent? Alliés aux rivales, que cherche Donald Trump? La publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine acte-t-elle une rupture historique? On va voir ce qu'en disent nos trois invités. Florian Louis, bonsoir. Vous êtes historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, qui a publié l'intégralité d'ailleurs de ce document. Votre livre, 1904, Genèse du XXe siècle, dernier essai donc. Et à propos du sujet qui nous concerne, vous considérez que Donald Trump critique une certaine Europe et fait de larges clins d'œil à certains partis politiques d'extrême droite européens. Il faut faire de ce mal un bien, ajoutez-vous. Donald Trump nous secoue, il nous montre nos faiblesses. À côté de vous, Adina Revol, bonsoir. Essayiste, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, entre 2021 et 2024. Vous enseignez à Sciences Po. Dernier essai, Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. Selon vous, on assiste depuis un an à des humiliations de la part de la Maison-Blanche et d'une Amérique MAGA qui essaye de détruire l'Europe. L'Europe n'est pas un déclin, mais il faut que l'Europe devienne conquérante. Et à côté de vous, Max Erwan Gastineau, géopolitologue, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Dernier essai, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. Selon vous, il faut une Europe plus pragmatique. C'est dans notre intérêt de se rapprocher de la Chine, par exemple, pour contrarier les Américains et s'émanciper enfin de leur tutelle. On va développer tout ça, mais on démarre avec la citation du jour. Oui, c'est un extrait du document donc, qui nous intéresse aujourd'hui, édité par la Maison-Blanche et qui définit la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine et qui dit donc cela à propos de l'Europe. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent européen sera méconnaissable d'ici 20 ans ou moins. Max Erwan Gastineau, que faut-il entendre dans méconnaissable? De quelle matière s'agit-il? Bon, très clairement, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a un discours qui, au fond, critique le multiculturalisme. Aux États-Unis comme en Europe. Et moi, derrière ce propos, je vois au fond les réflexions de Samuel Huntington. C'est-à-dire, Huntington disait, pour que l'Occident reste uni,
il faut qu'il conserve un socle civilisationnel Le choc des civilisations commun. c'est ça. Et dans un monde fragmenté, il faut que l'Occident fasse bloc. Et pour que l'Occident fasse bloc, il faut que et les États-Unis et les Européens conservent suffisamment de valeurs en commun. Or, il y a la crainte chez Huntington, et que l'on retrouve dans ce document, que les États-Unis et l'Europe se séparent sur fond de divergences culturelles du fait d'une immigration considérée comme massive en Europe. Dina Roll, il faut y voir quoi? Une rhétorique d'extrême droite? Est-ce qu'il est question du grand remplacement théorisé par l'extrême droite ici ou ailleurs? Moi, ce que j'ai lu dans cette stratégie de la Maison-Blanche, c'est une rhétorique très MAGA. Il parle justement... il veut une nouvelle Europe, en fait. L'Europe d'aujourd'hui ne lui convainc pas. Il veut une Europe avec des partis patriotiques, une Europe de la coopération avec la Russie. Enfin, effacement civilisationnel, ça ne concerne pas les États-Unis, ça concerne l'Europe. Dans ce qui est dit, c'est l'Europe qui est stigmatisée. Oui, justement, mais l'Europe d'aujourd'hui, l'Union européenne, en fait, c'est un projet européen qui ne convient pas à l'Amérique de Donald Trump. Il a dit clairement qu'il veut l'effacement de l'Europe, en fait. Il a un point commun avec Vladimir Poutine, c'est qu'il veut que l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui s'arrête. Et donc, il attaque justement sur le multiculturalisme, sur nos libertés qui sont présentées comme des points de faiblesse. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la Maison-Blanche, parce que je pense que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Il faut regarder l'état des États-Unis. Il dit que l'Europe dans 20 ans sera méconnaissable. Mais depuis un an, les États-Unis sont méconnaissables. L'économie américaine se porte très mal. Il y a un schisme dans la société américaine qui est très fort. À quoi sert ce document? À qui est destiné ce document? Ce document est-il édité au bout de la première année de chaque nouveau mandat? Oui, tous les 5 ans, chaque fois qu'il y a une nouvelle administration, on édite, au nom du président de la République, cette stratégie de sécurité nationale. Et donc, c'est la deuxième de Donald Trump. Et ce qui est intéressant, ce qui a été d'ailleurs assez peu fait, c'est de la comparer à sa première, qui date de son premier mandat présidentiel. Et on voit des différences radicales. C'est-à-dire que la première était encore très classique. Et les deux principaux éléments qui étaient au cœur de la première stratégie de sécurité nationale de Trump, c'était l'endiguement de la Chine et de la Russie, pour le dire vite, qui menaçaient l'ordre international. Celle-là est totalement différente, on vient de le dire. Elle se concentre plus sur les alliés que sur les rivaux. À tel point qu'on en vient à se demander si certains rivaux sont vraiment encore des rivaux ou s'ils ne sont pas perçus comme des alliés potentiels. Donc oui, c'est un exercice convenu, mais de fait, il le révolutionne assez largement, ce qui n'est pas très surprenant. Ça témoigne de l'évolution, de la différence entre ces deux présidences. Une première où il était encore encadré par des gens qui était dans une ligne malgré tout classique et qui essayait de le ramener sur des rails convenus, et une deuxième présidence où il est beaucoup plus libre de dire ce qu'il pense, comme il le pense, sans filtre, et on le voit très bien dans ce document. Alors, on va quand même vous soumettre une archive qui remonte à tout début 2017. Il va entrer à la Maison-Blanche, mais déjà, la rhétorique anti-européenne est présente, est à l'œuvre dans les interviews qu'il donne, et elle l'était déjà pendant sa campagne MAGA toute l'année de 2016. Cette fois, Donald Trump cogne sur Angela Merkel. Lors d'un entretien accordé hier à 2 journalistes britanniques et allemands, il tacle la chancelière sur sa politique d'accueil des réfugiés. Je pense qu'elle a fait une erreur catastrophique d'accueillir tous ces migrants illégaux, de prendre tous ces gens d'où qu'ils viennent. Et personne ne sait d'où ils viennent. Donald Trump parie sur un succès du Brexit, prédit que d'autres pays européens suivront l'exemple britannique et il accuse l'OTAN, le pilier de la défense occidentale, de ne pas s'occuper de terrorisme. Mais j'ai dit il y a longtemps que l'OTAN avait des problèmes. En premier lieu, qu'elle était obsolète, car elle a été conçue il y a des années et des années. Et deuxièmement, les pays membres ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Max Servan-Gastineau, il y a une obsession européenne lointaine pour faire oublier les propres difficultés de l'Amérique, ou pas, pour rebondir sur ce que disait Adina Revol? Oui, je crois qu'il y a une... Au fond, les États-Unis prennent acte d'une forme de nouveau partage du monde. Ce qu'on peut lire dans le document, c'est qu'au fond, les États-Unis renoncent quelque part à l'hégémonie mondiale. Ils prennent acte du fait que la Chine est devenue trop puissante sur tout un ensemble de zones du monde. Et donc, les États-Unis doivent se concentrer sur leur espace, sur l'hémisphère occidental. Et pour que l'hémisphère occidental demeure dynamique et profite en dernière instance aux entreprises américaines, il faut une Europe forte. Et d'après Donald Trump et l'administration Trump, une Europe forte, ça signifie une Europe qui reprend confiance en elle-même, qui reprend confiance dans son identité et qui du coup devient beaucoup plus donc vous y voyez un message positif? J'y vois pas un message positif parce que derrière
en dernière instance, comme je le disais, il y a la volonté de garder la maîtrise d'une Europe qui ne soit pas autonome, mais qui reste dans le giron américain. Mais l'idée n'est pas d'attaquer l'Europe, plutôt l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle est au contraire de sauver en quelque sorte l'Europe d'elle-même, c'est comme ça que Donald Trump le présente, pour que l'Europe conserve une identité commune avec les États-Unis, une identité commune qui permettra aux Américains de conserver la mainmise sur cet espace, jugé encore aujourd'hui stratégique, en dépit des difficultés que rencontrent les Européens sur le terrain économique. Là, aujourd'hui, dans cette stratégie, on a noir sur blanc les différentes attaques qu'on subit depuis le 20 janvier 2024, en fait. L'Europe encaisse, mais l'Europe agit, en fait, parce que depuis, si on regarde de manière très précise, on a été humilié à plusieurs reprises à Thornbury avec les 15% de taxes, par exemple, où d'ailleurs Donald Trump a rappelé à la présidente de la Commission européenne la question migratoire et la question des éoliennes. Mais l'Europe a également agi. Je rappelle l'accord sur le Mercosur qui est en cours de validation, l'amende sur X qui a été décidée par... Le réseau social, anciennement Twitter, d'Elon Musk. Et puis, aujourd'hui à Londres, le chancelier allemand Friedrich Merz a dit clairement que l'Europe sera derrière l'Ukraine de manière incontestable. Oui. Et puis la discussion en cours sur les avoirs gelés russes. Et donc l'Europe finalement s'autonomise parce que c'est Elle ça. s'autonomise. Ah oui, la réaction qu'il y a eu après donc l'amende de 120 millions de dollars contre Musk qui a été prononcée par Bruxelles. Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit que c'était une attaque contre le peuple américain. Florian Louis, et en même temps, les Américains sont dans une sorte d'ingérence là. Ils veulent finalement s'occuper de nos affaires. Ils ont choisi d'être intrusifs, même si on leur déplaît. Oui, mais alors là encore, il faut, si j'ose dire, relativiser, contextualiser, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui à nous, Européens, c'est ce qui arrive aux Latino-Américains, aux Africains et à beaucoup d'autres depuis très longtemps, que les États-Unis ou que des puissances cherchent à s'ingérer dans les affaires des autres. Ce n'est pas nouveau. Alors évidemment, pour nous, c'est nouveau parce que désormais, en fait, si j'ose dire, auparavant, ils s'ingéraient moins ou moins visiblement, parce qu'en fait, il y avait une forme d'alignement idéologique avec la plupart des régimes et des dirigeants européens. Aujourd'hui, que ce n'est plus le cas, évidemment, on perçoit cela particulièrement brutalement, et de fait, ça l'est. Mais il faut aussi relativiser. Ce qui nous arrive, c'est une forme de normalisation. Et c'est la preuve, c'est malheureux là encore à dire et à constater, mais du déclin, du recul de la place de l'Europe dans le monde, qui est incontestable, inéluctable, je ne le sais pas, mais qui est incontestable. L'Europe n'est plus la grande puissance qu'elle a été. Et simplement, cette réalité, qui est évidemment douloureuse pour nous, Européens... Vous voulez dire, elle est traitée comme le Venezuela, quoi, quasiment. Enfin, si on s'en tient à la manière dont Donald Trump traite... Il n'en est pas encore à battre nos narcotrafiquants à nous avec des frappes en Méditerranée, mais on est en tout cas traité comme un vassal, comme des gens inférieurs. Et pendant longtemps, on n'a pas vu cette situation d'infériorité qui a été la nôtre à nous, Européens, parce qu'il y avait ce lien transatlantique qui fait qu'en fait, on avait surmonté la déseuropéanisation du monde par son occidentalisation. Et qu'aujourd'hui, quand cet Occident se fracture, ou plus précisément d'ailleurs se recompose, parce que c'est toute l'ambiguïté de ce dont on parle là, effectivement, ça a été bien dit, mais il faut le rappeler, il ne fait pas, Trump, là, dans ce texte, une déclaration de guerre à l'Europe en général. Il ne dit pas « je n'aime pas, je ne veux pas de l'Europe ». Il dit « je veux une autre Europe, une Europe alignée sur moi, et je veux donc un Occident fort et puissant ». Simplement, voilà, on voit qu'en fait, la division, elle n'est pas tant transatlantique entre les États-Unis et les Européens. Elle est transatlantique dans un autre sens. Elle fracture aussi bien la société états-unienne que les sociétés européennes. Il suffisait de lire la presse américaine aujourd'hui pour voir que beaucoup d'Américains et de spécialistes de relations internationales notamment sont atterrés par ce texte. Donc tous les Américains, évidemment, ne sont pas sur cette ligne. Alors on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des ingérences de la part des MAGA, comme on dit, des réseaux trumpistes. Est-ce qu'ils sont en train de tisser leur toile en Europe, Anna ? Oui, une toile avec, je cite, des alliés civilisationnels en Europe. C'est la formule qui a été employée par le département d'État américain dans une note stratégique qui date du 27 mai. L'objectif est clair, faire prospérer les idées MAGA, Make America Great Again, en Europe, notamment, on l'a dit, sur l'immigration, la relance de la natalité, les valeurs chrétiennes et puis la souveraineté aussi. Et les États-Unis peuvent donc déjà compter sur quelques appuis solides. Déjà en Hongrie, véritable laboratoire du Make Europe Great Again. Le Premier ministre Viktor Orban, fidèle allié de Donald Trump, a d'ailleurs accueilli fin mai l'équivalent européen de la conférence d'action politique conservatrice. C'est une sorte de grand raout des ultra-conservateurs qui a lieu chaque année aux États-Unis. Et donc, pour cette tournée européenne, eh bien, il y avait une date prévue en Hongrie, donc, avec la présence d'Alice Weidel, leader de l'AfD, mais aussi de Geert Wilders, le leader d'extrême droite néerlandais. Et pour la première fois, cette conférence s'est tenue en Pologne. C'était quelques jours seulement avant l'élection présidentielle, remportée finalement par le candidat d'extrême droite Karol Nawrocki, qui était d'ailleurs soutenu officiellement
par Donald Trump, mais la France est aussi dans le viseur des États-Unis. Kevin Roberts, le patron de la Heritage Foundation, vous savez, c'est donc ce think tank ultra-conservateur à l'origine du programme politique de Donald Trump. Eh bien, ce Kevin Roberts a organisé sa toute première visite en France au mois de mai. Il a rencontré Marion Maréchal, Éric Zemmour, Sarah Knafo, des proches de Jordan Bardella, Éric Ciotti. Il a également été interviewé par CNews et par le JDD. Et il a tenu à rappeler que la France était au bord du suicide national. Alors Max Erwan Gastineau, est-ce qu'il faut craindre un risque d'ingérence en France pour l'élection présidentielle de 2027 ? Et il faut craindre un risque d'ingérence, puisque les États-Unis manifestent de façon très explicite le désir justement de s'ingérer dans les élections européennes. Mais tout ceci n'est pas nouveau. La puissance, par définition, appelle à projeter des intérêts par-delà les frontières nationales. La puissance, c'est la capacité d'une unité politique à imposer sa volonté aux autres unités, disait Raymond Aron. La question est de savoir comment l'Europe se positionne. Est-ce qu'elle se positionne en fonction des élections aux États-Unis ? C'est-à-dire que nous acceptions beaucoup plus facilement les ingérences venant d'une administration démocrate, comme le rappelait mon collègue. Et là, en effet, comme le positionnement idéologique de Donald Trump repose sur des considérations plutôt nationalistes et conservatrices, cela prend l'Europe à contre-pied de ses idéaux. Moi, je serais plutôt partisan justement d'une Europe non pas alignée sur Donald Trump ou alignée sur l'administration Biden, mais une Europe européenne, au fond une Europe qui assume son autonomie stratégique et qui ne se positionne pas en fonction des élections américaines. C'est au fond la position française. Le problème de la France, c'est qu'elle est un petit peu isolée sur cette ligne d'une Europe autonome. Adina Revol. Mais il y a un consensus depuis quelques années déjà sur le besoin de construire une Europe autonome. Et on a pris des mesures très fortes sur l'énergie, par exemple, sur l'autonomie énergétique, sur la défense, sur l'industrie de défense. Donc l'Europe avance vraiment très vite sur Parce qu'il y a les attaques de Donald Trump. En fait, il faut lui dire merci. Si mais on en fait, bien. l'Europe s'est toujours construite dans les crises. Mais vous parlez tout à l'heure de Viktor Orban. En fait, je pense qu'il y a... En fait, comme un exemple. Mais en fait, il faut savoir, moi, je suis née en Roumanie sous le régime communiste et on admirait la Hongrie qui était un exemple pour la Roumanie pauvre communiste. Et aujourd'hui, il faut savoir que grâce à Viktor Orban, la Hongrie est plus pauvre que la Roumanie. Jamais de mon vivant, j'aurais cru ça possible. Donc, vous parlez également du positionnement de l'Europe par rapport aux démocrates, aux républicains. Non, je pense qu'il s'agit d'un positionnement par rapport aux valeurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on voit un piétinement de valeurs. C'est ça la question, en fait. Il y a un axe MAGA-Kremlin qui est très fort. Et on le voit sur le réseau social X depuis l'amende infligée à Elon Musk. Mais Max Erwan Gastineau, en fait, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux Américains de soutenir ceux qui leur ressemblent. Non, il y a Donald Trump, c'est-à-dire des nationalistes et des patriotes, entre guillemets, européens. Sous l'administration Biden, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelait l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui n'était pas un acte d'amitié envers les Européens. Il y a eu l'affaire AUKUS, qui visait à écarter les Français de la zone Pacifique, où les Américains ont vocation à demeurer dominants. Donc, nous n'avons pas attendu Donald Trump pour voir des signes d'inamitié vis-à-vis des États-Unis. Je pense aussi à l'extraterritorialité du droit américain. Or, depuis février 2022, je trouve que l'Europe s'installe dans une forme d'occidentalisme au nom d'un atlantisme de confort qui ne l'a pas préparé au retour de Donald Trump et à la nécessité d'assurer une autonomie beaucoup plus grande de l'Europe vis-à-vis de son allié, qui doit demeurer son allié, mais un allié vis-à-vis duquel nous n'avons pas vocation à nous aligner systématiquement. Or, nous avons observé cet alignement depuis février 2022, un peu moins en effet depuis le retour de Donald Trump. Alors on attendait la réaction des Européens et certains ont préféré relativiser les critiques américaines. On va vous faire réagir Florent Louis, mais on écoute d'abord la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. So I actually read the European part. I haven't read the rest of it. Of course, there's a lot of criticism, but I think some of it is also true. If you look at Europe, it has been underestimating its own power towards Russia, for example. I mean, we should be more self-confident. That's for sure. And you know, US is still our biggest ally. C'est de la réelle politique ou c'est du déni ? Non, moi je dirais que c'est effectivement de la réelle politique. C'est-à-dire que tous nos dirigeants sont bien conscients, et c'est l'avantage de Trump. Il a convaincu les plus réticents, les plus attachés aux liens transatlantiques, au fait que ce n'était pas une assurance-vie infinie, cette alliance avec les États-Unis. Et en même temps, tout le monde est bien conscient qu'il ne suffit pas de dire « soyons autonomes » pour l'être. Donc il faut gagner du temps, en fait. Pas gagner du temps pour ne pas agir, mais gagner du temps pour agir. Et de fait, on l'a dit, alors on pourrait en débattre longuement, est-ce qu'on agit assez, jamais assez. Et de fait, les Européens, quand même, depuis maintenant quelques années, prennent des initiatives. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne le sais pas, mais je pense que ça ne sert à rien d'entrer dans une provocation, dans un clash avec Donald Trump. On n'a rien à y gagner. Donc il faut serrer les dents,
Ce qui n'oblige pas à faire comme ça a été fait lors de l'accord de Thornberry, prendre des photos en levant le pouce, en disant c'est génial, on vient de se faire humilier. Il y a un juste milieu à trouver, bien sûr. Mais on l'a pas. Alors, est-ce qu'on l'a trouvé, Dina Ruol, ce juste milieu? Est-ce qu'on est trop complaisant? Est-ce qu'il faut créer une Europe fédérale? C'est ça la réponse? Est-ce que vraiment on peut y être aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une utopie? Mais je pense que, vous savez, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit c'est le déclin, c'est la fin du monde, soit on dit on y va, on y agit. Et puis, franchement, qui aurait cru qu'on allait sortir du gaz russe il y a 3 ans? Jamais, mais jamais. Tellement on pensait que c'était mortifère même de le faire. Là, c'est fait. Aujourd'hui, on investit massivement dans l'industrie de défense européenne. Encore une fois, Parce que Donald Trump nous l'a demandé. Non, ce n'est pas parce que Donald Trump nous l'a demandé. Il faut savoir qu'on a commencé à investir massivement lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce que l'Union européenne donne plus d'argent, y compris en matière militaire, à l'Ukraine. Et on a eu une montée en puissance un peu lente au début, mais maintenant, on y est. Et l'Allemagne, il faut savoir aussi qu'il y a la capacité budgétaire qui est importante. Et malheureusement, il n'y a que l'Allemagne qui a une capacité budgétaire très forte dans l'Union européenne, parce que c'est aussi ça la réalité des choses. Et lorsqu'on parle de l'Union européenne, il faut parler également des États membres, et des réformes qu'il faut faire dans certains États pour être encore plus compétitifs et pour avoir encore plus d'espace et de marge budgétaire pour le faire. Et vous allez encore plus loin, Max Erwan Gastineau, vous dites qu'il faut se tourner vers la Chine résolument et nouer des nouvelles alliances. Il faut s'émanciper en tout cas de certaines routines géostratégiques. On s'enferme dans un bloc occidental suranné. Ça n'a pas l'air d'avoir réussi Emmanuel Macron lors de sa visite. Oui, mais en tout cas, il faut continuer de tenir la ligne. Il faut s'émanciper de ces logiques-là. On rentre dans un monde multipolaire. Et si on prend un exemple très concret, en 2015, au moment des accords de Paris visant la neutralité carbone à horizon 2050, l'Europe, par l'intermédiaire de la France, avait joué la Chine contre les États-Unis pour provoquer les Américains et amener les Américains sur les positions de l'Europe, puisque la Chine, elle, était prête à signer cet accord, tandis que les Américains, comme d'habitude, étaient un petit peu plus réticents sur les questions climatiques. Donc la géopolitique, ce n'est pas le théâtre de l'affrontement idéologique, c'est un théâtre où il faut être hyper pragmatique, hyper réaliste, et ne pas hésiter à jouer les puissances les unes contre les autres pour s'arroger des marges de manœuvre que nous n'aurions pas si nous nous contentions de nous blottir derrière une des deux hyperpuissances, en l'occurrence l'hyperpuissance américaine. Très rapidement, Florent, il faut faire comme Donald Trump, en fait, multiplier, faire de la polygamie diplomatique. Oui, en tout cas, il faut faire attention, bien sûr, se tourner vers d'autres alliés, mais je pense des alliés plutôt économiques, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer notre dépendance par une autre. Si c'est de dire, finalement, on va sortir de la dépendance aux États-Unis en plaçant notre sécurité dans les mains de la Chine, voire de la Russie, ça ne va pas changer grand-chose. Donc il faut aller toujours vers cette notion d'autonomie dont on parlait, et cette autonomie, effectivement, elle peut passer par, pour le résumer, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il ne s'agit pas de remplacer un allié par un autre, il s'agit de multiplier les alliances, qui soient des vraies alliances, parce qu'il ne suffit pas de dire on est allié, il faut que derrière il y ait des actes. Mais voilà, je pense que c'est ça la voie qu'on peut emprunter. Et il faut aussi accepter, même si la situation est urgente, que ça prend du temps, et donc il faut aussi serrer les dents, comme je le disais. Au boulot. Merci à tous les trois d'avoir éclairci un petit peu les choses à propos de ce rapport qui a laissé le monde entier dans la stupéfaction. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, la mort brutale du grand photographe britannique Martin Parr, qui débusquait l'extraordinaire de la vie ordinaire qu'il a fait pendant 50 ans et qui nous avait accordé il y a un mois sa dernière interview. Et on évoquera le bicentenaire du braille, cette écriture tactile à points saillants inventée par un aveugle du même nom, qui a été panthéonisé il y a 75 ans. Mais d'abord, le mot vedette du jour, repéré par Thibault Nolte, Girl Code. C'est entendu. Le choix sémantique du mot girl code. Ils font du girl code. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Girl code, néologisme satirique d'origine américaine consistant à féminiser le mot boycott, soit la cessation militante des relations avec un individu, un groupe, un pays, en guise de représailles, souligne le genre féminin des participantes ou sa dimension féministe. Le 19 novembre, le festival de la BD d'Angoulême a été annulé après un girl code. Dans une tribune, 285 autrices fumassent contre la société organisatrice et son patron, en particulier leur incurie face aux violences sexistes et sexuelles, mais aussi l'opacité de leur gestion ou leur dérive tout business au détriment de la qualité, ont expliqué avoir choisi de bouder le FIBD 2026, une action revendiquée comme un girl code. N'en déplaise aux persifleurs, probablement aucune d'elles n'ignore que boycott n'est pas un mot valise synonyme de garçon caquettement, mais qu'il a existé un Charles Boycott, ex de l'armée anglaise recyclé en hervie chez un aristo irlandais, qui dut expulser des métayers après une mauvaise récolte, et subit une quarantaine, un boycott.
L'Oxford English Dictionary a relevé un premier girl coté en 1884 dans l'Argus de New Philadelphia. Les jeunes femmes ont décidé de girl coter tout jeune homme qui fume ou sort du théâtre entre les actes. Puis girl cot en 1891 dans une feuille de chou californienne, les Catherinettes pratiquant un girl cot jusqu'à ce qu'elles obtiennent mariage. Du champ social cuculapraline, girl code passe aux politiques au XXe siècle, au JO de 68, égalité raciale, au tournoi de Wimbledon 99, égalité salariale, ou en 2005, quand des jeunes femmes girl code les t-shirts racisto porno-sexistes d'un marchand de chiffons. Et dans le futur avenir des luttes, boy and girl côte à côte. Petit malin, rebonsoir, cher Marie et cher Xavier, c'est l'heure de vos chroniques. Xavier, le braille fête ses 200 ans d'existence déjà, ce système d'écriture universelle en relief à points saillants pour les très grands malvoyants et pour les aveugles. Et vous revenez sur la diffusion du braille. Oui, parce que c'est vraiment une histoire qui est riche et qui a révolutionné la vie de millions d'hommes et de femmes, parce qu'en 1825, Louis Braille finalise le système qui l'a rendu célèbre pour permettre aux aveugles de pouvoir lire et écrire. Rendez-vous compte, il a seulement 16 ans. Et il est aveugle lui-même depuis ses 3 ans. Hein. C'est ça, depuis 3 ans, depuis un accident. C'est pourquoi, quand il avait 10 ans, il est rentré à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles. Institut formidable qui a été créé par Valentin Haüy. Cet homme-là mène une action sociale, sans doute, mais aussi pédagogique. C'est un pédagogue. Et il imagine un moyen pour permettre aux jeunes aveugles de lire. Alors, ce sont nos lettres d'imprimerie imprimées en relief, grosses lettres, c'est pas très efficace. Mais dans le même temps, vous avez un autre homme, Barbier de la Serre, qui lui imagine un système de code avec des points. Vous avez 12 points, 2 colonnes de 6. Ils sont comme ça en relief, ça permet de lire. C'est ce système-là que le jeune Louis Braille apprend quand il rentre à l'Institut, mais ça ne lui convient pas et il commence tout de suite à l'améliorer, il le simplifie. En fait, lui, il réduit ça à 6 points, 2 colonnes de 3. Alors, ils ne sont pas tous en relief, mais en tout cas, désormais, grâce à Louis Braille, il est facile de lire parce qu'un signe, ça tient sous la pulpe du doigt. Et comment on écrit alors ? Ah, ça, c'est toute la question. Louis Braille, d'ailleurs, tout de suite se penche sur ce sujet-là, à la suite de Barbier. Barbier avait déjà mis en place un système d'une réglette avec des trous. Vous savez, il n'y a qu'à embosser le papier avec un poinçon. Embosser, ça veut dire juste faire des petites bosses pour permettre de lire. Parce que de lire et d'écrire. Donc, c'est tout le défi, en fait, de la diffusion des textes. Comment diffuser, produire un maximum de textes ? Vous avez en 1841 l'invention d'une machine. Alors, cette machine, elle est absolument extraordinaire. C'est le raphigraphe. Raphi, c'est aiguille en grec, écrire avec des aiguilles. Et c'est l'idée de pouvoir imprimer très rapidement. Mais l'imprimerie aussi se met à produire. Parce qu'au lieu d'utiliser des caractères d'impression avec de l'encre, eh bien, ça fait des petites bosses comme ça. Les défis sont relevés les uns après les autres. Mais demeure un autre défi, il est gigantesque. C'est transcrire un texte en braille. C'est long, imaginez, mot par mot, lettre par lettre, ça coûte très cher. Jusqu'à la révolution informatique. En 1966, Monique Truquet, qui est ingénieure dans l'université de Toulouse. Vous allez dire qu'il est un génie. Et c'est un génie. Non, mais vous avez raison de le souligner, parce qu'elle invente un logiciel qui permet de transcrire un texte en braille. Braille intégral, toutes les lettres, ou braille abrégé. Et ça réduit considérablement le coût, ça permet de transcrire très rapidement un livre, et c'est ça qui vraiment est une avancée gigantesque. C'est d'ailleurs à la suite de cela qu'est créé le Centre de transcription et d'édition en braille, un centre qu'il faut préserver, qu'il faut sauver. C'est très important, il y a toujours des menaces de financement. Vous savez comment c'est, Elisabeth ? Parce qu'on pourrait croire que le braille est menacé par les nouvelles technologies. Non, il va être bientôt inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO grâce à tous ces gens-là qu'on a évoqués, Haüy, Barbier, Monique Truquet et Braille, évidemment, des gens qui ont su relever les défis avec, évidemment, beaucoup de caractère. Et beaucoup de doigté. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est tic et tac. Alors, chère Marie, un hommage au photographe britannique Martin Parr qui est décédé ce week-end, jeune, à 73 ans. Il est mort d'un cancer et il était ici, on l'avait reçu le 3 novembre dernier. Oui. Et il était merveilleux. Et il était là, sur ce plateau, il était venu avec son sourire en coin pour présenter sa biographie qui s'appelle « Complètement paresseux et étourdi ». C'était ce que, paraît-il, une prof de français avait écrit sur son bulletin au collège, ça l'amusait beaucoup. Alors, Martin Parr détestait parler de lui, du coup, même dans sa bio, il parle moins de lui que de ses photos, à commencer par ses tout premiers clichés.
quand il est ado dans les années 60 et qu'il est encouragé par son grand-père Georges, photographe amateur qui lui montre comment fonctionne une chambre noire et qui lui offre son premier appareil, un Kodak Retinette. Jusqu'à ses photos cultes, ses séries en couleur, Paris se met à la couleur au début des années 80 avec un Plobel Machina. Et là, regardez, ces photos, vous les connaissez, ça explose. C'est la naissance du style Martin Parr qui va devenir mondialement célèbre, qui rajoute de l'éclat à l'éclat en utilisant un flash en plein soleil, qui va utiliser aussi des cadres ultra serrés de temps en temps jusqu'à la nausée. Martin Parr commence par documenter les vacances de la classe ouvrière britannique dans une station balnéaire pas loin de Liverpool. Et c'est cette série, The Last Resort, qui va le faire connaître. Lui, j'adore cette histoire, photographe de plage qui ne sait absolument pas nager. Certains voient dans ses photos de la condescendance, du mépris de classe, on parle même de pornographie sociale. D'autres adorent, ils voient de l'espièglerie, de la tendresse, et puis une bouffée d'air frais. Pour la photographie moderne, Martin ouvrait le cadre pour montrer le monde tel qu'il était vraiment. Ces photos ont cassé les codes de la beauté et nous poussaient à regarder des gens pas photogéniques. Ça, ce sont les souvenirs et un hommage de Paolo Woods, photographe. L'entrée de Parr, d'ailleurs, dans la prestigieuse agence Magnum, va, paraît-il, provoquer des débats homériques. Cartier-Bresson va lui écrire « Nous appartenons à 2 systèmes solaires différents ». Voilà, comme ça, c'est clair. Ensuite, il va faire plein d'autres séries sur la middle class, les millionnaires, les couples qui s'ennuient, la junk food, une vie entière passée à documenter les effets de la mondialisation, de la surconsommation et du tourisme. Un monde qu'on détruit lentement, nous raconte Martin Parr, un monde toujours peuplé de gens, parce que ce sont les humains qui le fascinent. Ses parents étaient birdwatchers, ils guettaient les oiseaux. Lui a épié nos semblables jusqu'au dernier jour. Même maintenant que je deviens vieux et j'ai le cancer, je sors toujours photographier. Je crois que cette année, j'ai pris plus de photos que j'en ai jamais faites auparavant. Je sais que le temps m'est compté et donc je fais le mieux du temps qui me reste. Ça a rétrospectivé à partir du 30 janvier au Jeu de Paume. Au musée du Jeu de Paume à Paris. Ben oui. Oh, vous nous avez brisé le cœur, là, Marie. Merci. On se retrouve demain à 20h05. Bis morgen, Liebchen. Tchuss et vive Martin Parr.